Moi, Rembrandt, artiste peintre. L'homme passera sa vie à chercher sa vérité. Il fera plus de 100 autoportraits, plus qu'aucun autre peintre. Pour Rembrandt, peindre, c'est aussi dire je t'aime. Sa famille, son père, sa mère, son fils, mais aussi et surtout les femmes de sa vie, sont ses modèles préférés. Mais s'il devient célèbre, c'est par ses parfaites commandes. Prédicateurs, médecins, notables et militaires forment le peuple de Rembrandt. Pourtant, c'est peintre d'histoire qu'il voulait devenir. Il commence sa carrière en racontant la Bible. Son sens de la mise en scène et de la dramaturgie séduit et étonne. Infatigable, jamais il ne cesse de travailler. S'il ne peint pas, il dessine. S'il ne dessine pas, il grave. Rembrandt restera l'un des plus grands peintres de son temps, mais aussi un graveur et dessinateur d'exception. Un gros nez de clown, les joues un peu flasques. Rembrandt, le fils du meunier, n'est pas beau. Mais c'est un passionné, et la passion transfigure. C'est la peinture qui le fait vivre. En 1623, à 17 ans, il entre en apprentissage chez le célèbre maître Lastmann. À 18 ans, il ouvre son propre atelier. À 20 ans, il connaît la gloire. À 23 ans, il rencontre l'amour et épouse la belle et riche Saskia. Fulgurante destinée. Mais la lumière se nourrit d'ombre. La mort rôde et frappe. 3 enfants meurent en bas âge et Saskia est emportée par la tuberculose à l'âge de 30 ans. La bourgeoisie protestante hollandaise reproche à Rembrandt sa façon de vivre. Pourquoi n'épouse-t-il pas cette jeune servante qu'il a prise pour maîtresse? Pourquoi jette-t-il son argent par les fenêtres? Les commandes diminuent. En 1656, c'est la ruine. 12 ans plus tard, Rembrandt meurt, seul et oublié. « 1621-1623. L'apprentissage. À 15 ans, Rembrandt, qui fait déjà preuve d'un formidable talent de peintre, est placé dans l'atelier d'un vieux peintre, Jacob Swadenburg. Très vite, l'élève dépasse le maître. En 1623, les parents de Rembrandt estiment que leur fils mérite meilleur professeur. Il ira à Amsterdam dans l'atelier du célèbre Peter Lastmann. Le maître, qui a longtemps séjourné en Italie, est spécialisé dans les grandes scènes, inspirées de la Bible, de la mythologie ou de l'histoire. À ses côtés, Rembrandt fait d'énormes progrès, enregistrant tout ce qu'il voit. Les critiques le jugent exceptionnel, mais on lui reproche son originalité. Le jeune homme ne les écoute pas, il continue à peindre ce qu'il sent. 6 mois plus tard, il rentre à Leyde où il ouvrira bientôt son propre atelier. 1630-1642. La gloire, l'amour, la mort. Les débuts à Amsterdam sont triomphaux. La renommée de Rembrandt franchit les frontières de la Hollande et gagne l'Europe. Le 22 juillet 1634, le fils de meunier épouse Saskia, jeune et jolie héritière de la riche bourgeoisie hollandaise. Le couple achète une grande maison à 3 étages dans un quartier neuf de la ville. Mais dans la vie de Rembrandt et de Saskia, la joie va côtoyer la peine. 3 de leurs enfants meurent en bas âge. Seul le dernier, Titus, né en 1641, survit. La mort n'a cependant pas fini de frapper. En juin 1642, Saskia, atteinte de tuberculose, s'éteint à l'âge de 30 ans. 1656-1660. Revers de fortune. Rembrandt a changé. Sa peinture aussi. Ses contemporains déconcertés se demandent pourquoi un peintre si célèbre se met à peindre des toiles aussi dérangeantes, aussi extravagantes. La riche bourgeoisie hésite à lui passer commande, les dettes s'accumulent. Mais Rembrandt continue de dépenser sans compter. Il collectionne avec avidité, achetant tout ce qu'il aime, tableaux, sculptures, estampes, meubles, vêtements, costumes de théâtre, dessins, livres, objets. La ruine est inévitable. En juillet 1656, ses biens sont mis en liquidation. La famille déménage dans une maison modeste du quartier populaire du Jordan. Hendrix et Titus
ouvrent un commerce d'œuvres d'art et Rembrandt s'engage à leur céder pour qu'elle soit vendue toute sa production à venir. En échange, le peintre reçoit une rente annuelle grâce à laquelle il peut satisfaire son unique désir. Peindre. 1669. La mort et l'oubli. Le 4 octobre 1669, Rembrandt meurt. Il a 63 ans et presque personne pour le pleurer. Ses contemporains qu'il avait un temps adulés lui reprochent désormais les aberrations de sa peinture, autrement dit son audace, qui s'accorde mal avec le classicisme de l'époque. Ce n'est qu'au début du XIXe siècle qu'on reconnaîtra à nouveau la grandeur de son génie. Goya, Delacroix, Daumier seront les premiers à proclamer leur admiration pour celui qu'on a parfois considéré comme le premier hérétique de la peinture. Un artiste révolutionnaire dont le souci n'est pas de plaire, mais d'être lui-même, en toute liberté. La famille. C'est avec un mélange d'amour et d'intense curiosité que Rembrandt observe les siens. Ses proches sont ses meilleurs modèles, qu'ils incarnent leur propre rôle ou qu'ils paquent leurs traits des personnages de l'histoire biblique ou mythologique. Il peint ses parents au seuil de la vieillesse, il peint son unique fils avec tendresse. Mais il peint surtout les femmes de sa vie. Saskia, sa première femme, la seule qu'il épousera. Puis Hendrich, devenue sa maîtresse, à la mort de Saskia. Il les peint heureuses, il les peint espiègles, il les peint inquiètes. Belles, parce qu'il les aime. 1606-1620. Le fils du meunier, Rembrandt van Rijn, est né le 15 juillet 1606 à Leyde, en Hollande. Le pays est alors une grande puissance commerciale et maritime. La famille van Rijn habite un moulin au bord du Rhin. Le père, Armen Dieritz, est meunier comme ses ancêtres. La mère, Cornelia van Zwilbroek, est fille de boulanger. La famille van Rijn est aisée et nombreuse. Rembrandt est le 8e de 9 enfants. Avec sa figure ronde, son gros nez et ses cheveux frisés, il a l'air drôle et gentil. À l'âge de 7 ans, ses parents l'inscrivent dans une bonne école de Leyde pour qu'il apprenne à lire et à écrire en latin et en néerlandais. C'est un garçon intelligent, dit sa mère. Nous en ferons un brillant avocat. Mais le jeune Rembrandt déteste les études. Ce qu'il aime, c'est la peinture. 1624-1630. L'ambition. En 1624, Rembrandt, qui a 18 ans, est l'un des plus jeunes maîtres de son temps. Il s'est associé avec son ami le peintre Jan Levens, lui aussi élève de Lastmann. Les deux jeunes hommes sont aussi talentueux qu'ambitieux. Leur réputation grandit, les élèves se pressent, les commandes se multiplient. En novembre 1628, les jeunes maîtres reçoivent à leur atelier un prestigieux visiteur, Constantin Huygens, secrétaire du prince d'Orange, le gouverneur de Hollande. Amateurs d'art éclairé, Huygens reconnaît immédiatement leur talent. Ils sont déjà sur un pied d'égalité avec les plus grands peintres et ne tarderont pas à les dépasser. Le père de Rembrandt meurt en 1630. L'année suivante, le peintre, qui se sent à l'étroit à Leyde, part s'installer à Amsterdam, ville alors en pleine ébullition. 1642-1655. Libre et solitaire. La mort de Saskia est un déchirement. Rembrandt s'enferme dans son atelier. Seule sa peinture l'intéresse. En 1642, il achève son chef-d'œuvre, La Ronde de nuit. Le peintre est au fait de sa gloire, mais l'homme est seul. L'admiration du monde ne le concerne plus. À la mort de Saskia, Rembrandt a installé chez lui la gouvernante de Titus, Geertje Dirks, devenue sa maîtresse. Il va bientôt la délaisser pour une jeune et jolie servante nommée Hendrikje Stoffels. Blessé, Geertje lui intente un procès pour rupture de promesse de mariage. Le peintre est finalement acquitté et Geertje interné dans un asile. En 1654, Rembrandt et Hendrikje sont convoqués par la cour pour répondre à l'accusation de concubinage.
La compagne du peintre est montrée du doigt. On lui refuse le droit de communier. La même année naît Cornelia, enfant de l'amour et du scandale. 1661-1668. La maturité. Rembrandt, qui a toujours été un travailleur infatigable, peint avec plus d'acharnement que jamais. Peu lui importe qu'on l'apprécie, il ne peint plus pour la gloire, il peint pour conjurer le temps, pour défier la mort. En 1663, une terrible épidémie de peste ravage Amsterdam. 2000 personnes meurent. Parmi les victimes, l'infidèle Hendrich. 5 ans plus tard, Titus, qui vient à peine de se marier, meurt à son tour. Cette fois, Rembrandt est seul. Il n'y a plus personne pour le soutenir. Plus aucun client, plus aucun élève ne vient frapper à la porte de son atelier. Moi, Rembrandt. Les autoportraits de Rembrandt sont une aventure unique. Une recherche intense et incessante d'un homme sur sa propre image, d'un peintre qui, dès sa jeunesse, scrute les moindres expressions de son âme. On compte plus de 100 autoportraits. Grave, hilar, caché, déguisé ou fait unique, en compagnie de sa femme, Saskia, Rembrandt peint sans relâche, face à son miroir. S'il ne peint ou dessine, Rembrandt grave des eaux fortes. Autant de facettes qui multiplient à l'infini le reflet d'un homme face à lui-même. Inexorablement jusqu'à la fin de sa vie, il se tourne vers son miroir. Il y voit un homme las, meurtri par la vie, seul et malade. Pourtant, au fond de ses yeux brillera toujours, pour nous, son regard de peintre. Le peuple de Rembrandt. Rembrandt a tout juste 20 ans et déjà du succès. La bourgeoisie hollandaise fait la queue dans son atelier pour se faire portraiturer. Des commandes publiques ou privées affluent. La guilde des drapiers lui réclame un portrait corporatif. La municipalité d'Amsterdam, une toile exaltant l'esprit combatif du peuple hollandais. On apprécie sa capacité à exalter la personnalité des modèles, mais on s'étonne aussi parfois de son sens dramatique. Rembrandt ne va-t-il pas trop loin? N'outrepasse-t-il pas ses droits de peintre? Mais Rembrandt a vieilli, il n'a que faire de l'opinion des bourgeois. Il veut peindre l'essentiel, l'amour, la vie, la mort. Rembrandt et la Bible. Fils d'un protestant et d'une catholique, Rembrandt se passionne pour l'histoire sainte. C'est dans la légende biblique qu'il puise les sources de son inspiration. Mais dans cette Hollande officiellement calviniste, les images pieuses sont interdites à l'intérieur des églises. C'est donc pour la bourgeoisie, alors en pleine expansion, que Rembrandt va peindre ses tableaux bibliques. Et c'est avec un incroyable sens dramatique qu'il met en scène certains épisodes de la vie des saints. Instants d'exaltation, de compassion ou de violence que Rembrandt nous donne à voir et à sentir. Dessins et gravures. Mais quand Rembrandt s'arrêtait-il donc de travailler? S'il ne peint pas, Rembrandt dessine ou grave. Il y apporte autant d'attention qu'à son œuvre peinte, et il reste l'un des plus grands graveurs et dessinateurs de son temps. Si Rembrandt dessine, c'est pour comprendre les infimes changements d'un visage, d'une attitude. Il multiplie les dessins à la plume, au fusain, à la mine de plomb, ou encore à la pointe d'argent. Les gravures de Rembrandt sont des œuvres à part entière. Il explore les techniques de l'eau forte et varie sans cesse les sujets. Paysages, scènes de la vie quotidienne ou récits de la Bible. Rembrandt veut tout essayer, tout voir, appréhender la vie et l'être humain dans son ensemble.